Pendant que vous étiez les pieds dans l'eau, j'ai passé les 2 tiers de mon été sur cette ressource. Je suis trop fier de vous présenter le blueprint ultime pour valider et lancer un service productisé en moins de 30 jours. C'est le playbook que j'utilise step by step avec mes clients pour les aider à leur trouver leur premier client. D'ailleurs, je suis tellement convaincu de mon playbook que j'ai lancé une offre de zinzin, mais more on this later. Pour l'instant, on va se lancer dans le vif du sujet qui est comment lancer son service productisé en moins de 30 jours. Donc, de quoi on va traiter? On va choisir le modèle, on va le préconcevoir, on va faire une validation. Je vais vous montrer comment on valide. Et derrière, il y a le delivery, à savoir les opérations, donc délivrer pour ce qu'on a vendu et distribuer à de nouveaux clients, le tout se nourrissant l'un de l'autre. Donc pour l'instant, on va juste se concentrer sur cette première partie. Pour commencer, c'est comment on choisit le bon modèle. À savoir, un service productisé, c'est un business model sous-coté, certes, mais qui est complètement vague pour la plupart des gens parce que c'est une grande catégorie, un peu poubelle. Pour moi, il y a plusieurs types de services productisés. Il va y avoir process as a service, par exemple, si on se dit je m'occupe de tout ton LinkedIn. Résultat as a service, ça va être je te trouve des leads grâce à LinkedIn. Output as a service, ça va être je vais te fournir en illimité tous tes posts, carousel, les images, etc. Ce sera à toi de les poster. Service agentisé, ça va être je crée des petits agents qui vont te permettre de automatiser LinkedIn ou une version hybride de tout ça. Bref, je vous ai donné plus d'exemples. L'idée, c'est comment on va choisir le bon modèle pour toi. Comment on va choisir? En fait, on va se concentrer sur, ce que le marché a besoin. Donc, on ne va pas essayer d'inventer des problèmes. On va répondre à des problèmes existants bien douloureux. Et 2, ce que tu es capable d'apporter. Ça, c'est les facteurs les plus importants. Ok, donc concrètement, en bas, on a toi. On a ton expertise, on a des preuves, on a des passions, on a qui tu es, en fait, ta spécificité, ta singularité. C'est la base d'un service productisé qui va marcher pour toi. De l'autre côté, on a le marché. Et le marché, c'est toujours lui qui décide. Il faut être humble par rapport aux besoins du marché et il ne faut pas essayer d'inventer des nouveaux besoins parce que c'est très dur à faire. Ce qu'il faut faire, c'est répondre à des besoins existants mieux que personne. Et donc, c'est au milieu, à l'intersection de toi et du marché, que tu vas essayer de trouver un modèle qui est tangible, qui fait du sens, inspiré potentiellement de ce type de service. Et donc, j'ai envie de dire, le modèle, il est moins important que être sûr que le marché et toi est aligné. Il y a d'autres facteurs qui sont plus ou moins importants. En vrai, j'ai pas envie de passer trop de temps dessus, mais ça va être à quel point tu veux te nicher ou pas. Dans ton workflow, tu vas avoir, est-ce que tu permets des branches possibles ou est-ce que tu t'adresses vraiment à une cible sur un problème spécifique? Tu vas avoir le coût, les risques en cas d'échec. Est-ce que c'est vraiment une externalisation complète ou quelles sont les garanties que tu vas mettre en place? Et ensuite, ça va être l'autonomie. C'est à quel point tu vas devoir faire des allers-retours avec ton client versus c'est 100% géré et sans besoin de ressources en interne. La subtilité en fait de tout ça, c'est que la productisation est un continuum. Il faut juste régler un peu les jauges en fonction d'où vous voulez vous placer. Le truc le plus important quand on est freelance et qu'on commence à faire du service productisé, c'est le mindset. Le mindset, c'est un mot bullshit, on le sait tous, mais il faut quand même qu'on en parle. Le mindset freelance, c'est je vends mon temps contre de l'argent. C'est, voilà, on facture au TJM. Le mindset d'un service productisé ou de quelqu'un qui lance un service productisé, c'est je vends des transformations business contre de la valeur. Donc, si on n'est pas capable d'apporter de la valeur, on ne facture pas. Si on apporte beaucoup de valeur, on doit facturer proportionnellement. Donc, par exemple, si je te permets d'économiser 500K en frais AWS à l'année à un client, facture minimum 10%, à savoir 50K. Et fais le calcul devant. Et l'idée, ça va être c'est pas, on va vendre, on vend un résultat, on vend une transformation. On ne vend pas notre temps, on ne vend pas notre TJM, notre expertise, notre pedigree. Ce qu'on vend, c'est vraiment la preuve qu'on l'a déjà fait et qu'on est capable de le refaire. Et donc, on apporte des certitudes, on vend notre expérience, on vend notre expertise, on vend notre méthode, mais on ne vend pas notre temps. Donc, comment on fait pour s'émanciper de ce type de réflexion et comment réfléchir en termes de valeur et de prix? Ce qui fait qu'une offre est irrésistible et que les gens vont acheter, c'est que ton prix de vente est bien au-dessous de ta valeur perçue. Donc, encore une fois, si on fait économiser 500K, tu ne pourras pas facturer 500K parce que ça sera à l'équilibre. Tu auras ton prix de vente sur la valeur perçue.
Par contre, s'ils ont la certitude qu'on leur fait économiser 500K, c'est ridicule et ça serait presque nous décrédibiliser de facturer que 5K. Donc il faut qu'on soit cohérent, il ne faut pas qu'il y ait trop de différence non plus. Enfin, plus la différence est grande, plus ton offre sera irrésistible. Mais voilà, je pense qu'il y a un plafond minimal, même si tout ça est très théorique. Donc si tu veux facturer plus cher que les autres, tu dois apporter plus de valeur que les autres. Et pour ça, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que la valeur. La valeur, c'est quoi? Merci tonton Hormotsi, c'est 4 éléments, 4 composants. Le dream outcome, donc si ça te permet de faire un truc fou, donc c'est quoi le rêve, l'objectif ultime que tu vas atteindre? C'est quoi le perceived likelihood of achievement, donc la probabilité que ça marche vraiment, que ce que tu dis que tu vas faire va vraiment arriver. Le time delay, donc sous combien de temps ça va arriver, et les efforts et sacrifices, c'est ce que le client doit faire pour réussir à obtenir le dream outcome. Et donc ce qu'on veut, c'est augmenter le plus possible les éléments du haut et diminuer les éléments du bas, sauf si vous êtes dans le luxe, mais voilà. Et c'est un petit peu cette équation qui explique pourquoi, à prestation égale, un freelance versus un service productisé, le freelance n'a aucune chance. Parce que le freelance, il parle de son TJM au lieu de parler de l'objectif du client. Perceived likelihood, c'est au petit bonheur la chance versus des cas d'usage, des cas concrets, des témoignages clients sur le besoin spécifique. Time delay, le service productisé a tout un processus qui du coup va aussi prendre moins de temps et d'efforts et de sacrifices. Donc c'est un peu un no-brainer. Si un client reçoit 2 offres, une offre générique d'un freelance versus une offre spécifique d'un service productisé pour son problème, vous pouvez être sûr que c'est un no-brainer. L'autre composante essentielle, ça va être le pricing. Le pricing, c'est un truc de fou et c'est une partie à part entière du service productisé. Parce que tu peux t'en servir comme levier plutôt que frein, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de devs qui ne sont pas à l'aise à se vendre. Et du coup, être intéressant et différenciant sur le système de pricing, c'est un avantage concurrentiel en plus qu'a le service productisé. Typiquement, sur l'exemple de AWS, tu pourrais très bien te dire, je me rémunère que sur la somme que je te fais économiser. Et du coup, c'est un no-brainer parce que si je te fais pas économiser des sous, eh bien, je ne facture pas. Et par contre, je vais facturer beaucoup, je peux aller jusqu'à 15, 20, 25% peut-être, sur ce que je te fais économiser. Donc, dans tous les cas, tu es gagnant, tu ne prends pas de risque. Ça, c'est un exemple parmi d'autres qui prouve que le modèle de pricing peut être hyper agressif ou hyper intéressant quand on leverage justement ce format de service productisé. Voilà, ça c'était un peu pour la partie théorique. J'espère que j'ai perdu personne et que je vous ai pas fait trop chier. Maintenant, on va se régaler sur la pratique. En pratique, comment on va concevoir notre service productisé bulletproof? On va commencer par une pré-offre, une offre V01, un prototype si on le veut. On va s'en servir comme excuse pour aller choper des appels de découverte. Et ces appels de découverte, en fait, ils vont nous permettre, d'affiner notre offre et de nous permettre une transition smooth vers un appel de closing, un appel de vente. Et l'appel de vente, le but, c'est de vendre. Et si on a un non, on retourne affiner notre offre, notre proposition de valeur, notre niche, etc. Si on a un oui, on va essayer de standardiser tout ça pour avoir une vraie offre V1. C'est comme ça qu'on lance un service productisé. C'est comme ça qu'on le valide en faisant une vente. Parce qu'il n'y a pas de meilleure preuve que quelqu'un qui est prêt à lâcher des sous pour ce que vous avez à proposer. Beaucoup mieux que des études de marché ou que sais-je. Donc, maintenant qu'on a la roadmap, comment on va faire concrètement? 1, on va trouver son sweet spot. Où est-ce qu'on va mettre notre offre? 2, on va préconcevoir notre offre. 3, on va activer notre réseau pour choper des appels de découverte. L'objectif, ça va être de choper des rendez-vous avec des personnes qualifiées pour tester notre offre rapidement, idéalement dès la semaine prochaine. Donc, vous qui regardez cette vidéo, ne perdez pas de temps, appliquez directement ou réservez un appel avec moi pour que je vous aide potentiellement à le faire aussi. Bref, une fois qu'on a des rendez-vous qualifiés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va valider les hypothèses critiques auprès de notre cible. Donc, tout ce qui nous manque, tout ce qu'on n'est pas sûr, toutes les suppositions qu'on fait et qui, du coup, sont des conditions existentielles à ce que notre business marche, il faut qu'on les valide dans ces appels de découverte. Ensuite, on va structurer notre offre en parallèle beaucoup mieux. Et on va vendre, on va choper des rendez-vous de vente
dans un deuxième appel pour justement confirmer l'appétence et le besoin. Et une fois que c'est bon, on va standardiser et surdélivrer. Ok, comment on fait? Déjà, première étape, c'est on va identifier notre sweet spot. Pour ça, je vous ai fait un petit prompt. Vous avez qu'à compléter tout simplement mes compétences, mon expérience, mes préférences, qui je connais. Ça, je vous recommande d'utiliser la fonction vocale de ChatGPT, c'est la meilleure pour l'instant, donc Whisper, pour raconter votre vie à fond et donc fournir un max de contexte. Les outputs de ce prompt seront d'autant plus pertinents. Si jamais vous avez déjà votre sweet spot, si vous savez déjà votre niche, votre marché, vous pouvez passer cette étape. La deuxième étape, c'est préconcevoir son offre. Préconcevoir son offre, c'est on va pas rentrer, justement, on va pas essayer de rentrer dans les détails de notre offre, on va plutôt essayer de se concentrer sur la proposition de valeur, le problème qu'on essaie d'appliquer. Et pour ça, c'est le framework PPLV, donc problème, promesse, livrable, valeur. Typiquement, tu n'arrives pas à valider la vente de ton service productisé, ça, c'est ton problème. Ma promesse, c'est ton premier client en 30 jours. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon premier client, aïe, aïe, aïe. Ton premier client en 30 jours où tu ne paies rien. Ça, c'est mon offre irrésistible, c'est ma promesse. Livrable, ça va être un guide détaillé, des coachings, des relectures de tes messages et de tes assets commerciaux, plus de la comptabilité pour être sûr que tu fais ce que je te dis de faire et donc que tu obtiennes vraiment des résultats. Et le ROI, c'est sur 30 jours, un client, ce qui est un time to value imbattable. Ça, c'est un exemple, voilà, un peu structuré. Si vous avez une niche bien définie, mais vous ne savez pas exactement auquel problème vous répondez, vous pouvez soit faire un problème global, genre tu n'arrives pas à valider la vente de ton service productisé, soit détailler vraiment les problèmes. Donc par exemple, il y a un problème d'acquisition, un problème d'opération, un problème de rétention. Et bien pour ces 3 gros macro-problèmes, tu appliques le framework PPLV. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, l'étape 3, c'est du coup activer son réseau. Et ça, c'est le plus grand hack pour speedrun. Il faut vraiment que j'insiste dessus, c'est le plus grand hack pour speedrun le lancement de n'importe quel produit. Parce que ton réseau, il connaît ta cible, forcément. Et il y a cet élément de confiance qui fait que plutôt qu'envoyer un message à un inconnu et devoir le convaincre que tu es une personne de confiance et devoir le convaincre de t'envoyer de la thune alors que tu n'as pas de preuves, alors que tu n'as rien, c'est compliqué, c'est chiant, c'est dur, c'est faisable. Je ne dis pas que c'est impossible, mais quand on est des apprentis entrepreneurs ou même expérimentés, on préfère passer par son réseau parce que ça nous permet de valider nos hypothèses beaucoup plus rapidement en se confrontant à notre cible beaucoup plus rapidement. Donc, ce qu'on va faire, c'est le framework RITS. Donc, RITS pour réseau, intro, test et sell. Donc, comment ça marche? On a défini un début d'offre, on a défini un début de cible. Maintenant, on va demander des intros à notre réseau, qui parfois, notre réseau, il y a notre cible directement dedans. Donc, ça, c'est du pain béni parce que tu peux tout lui demander. Mais sinon, juste de lui faire une intro. Par exemple, je cherche des agents immobiliers qui a acheté une maison dans mon réseau récemment. Et tu peux me passer le numéro de ton agent immobilier. Bam, c'est aussi simple que ça. Tu as besoin d'un avocat, pareil, un architecte, un maçon, un coach, peu importe. Dans ton réseau, tu as forcément des gens qui ont eu affaire à ta cible et donc tu as potentiellement une intro, un prétexte pour les contacter et faire du coup du cold calling qui n'est plus cold. Donc le but, c'est on récupère les numéros, on les appelle, on envoie des messages. Salut, enfin bref, je vous montre le template après. On chope des appels de découverte et une fois que l'appel de découverte s'est passé, on chope des appels de vente. Oui, non. Si c'est non, pourquoi tu ne veux pas acheter? Et là, bam, plein d'insights hyper intéressants. Si c'est oui, c'est validé. Et là, on a un service, on a un début de business ultra scalable. Donc, c'est une pépite. Donc, si je résume la stratégie, ça va dépendre de la qualité de votre réseau. Mais si vous envoyez 25 messages à votre réseau, vous pouvez espérer choper, on va dire en moyenne, 10 contacts. Ça se trouve, avec 3 personnes de votre réseau, vous pouvez choper 10 contacts. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Avec deux personnes de mon réseau qui étaient bien connectées à ma cible, j'ai chopé une dizaine de contacts. Mais tout dépend d'à quel point voilà, vous êtes bien ancré dans le réseau, à quel point vous avez des bons points d'entrée.
Donc, partons du principe qu'on va envoyer 25 messages, qu'on doit choper à minima une dizaine de contacts cibles. Sur les dizaines de contacts, il faut qu'on arrive à choper au moins 5 appels de découverte, donc 50% de conversion. Vous allez voir, je vais vous montrer comment. Et ensuite, 3 propositions commerciales dans un deuxième appel, donc dans l'appel de vente, qui vont déboucher sur une signature. Franchement, ça, c'est des stats pas impossibles, pas dégueu, et même si tu es nul en vente avec ces frameworks, ça va le faire. Donc là, je vous ai fait le petit template envoyé au réseau. Salut, je pense à un nouveau service. Est-ce que tu connais quelqu'un? Est-ce que tu peux me présenter les architectes de ton réseau? Tout dépend de la proximité que vous avez avec ce réseau-là. Il peut avoir quand je dis réseau, du coup, ça peut être amis, famille, ça peut être aussi ex-collègues ou relations sur LinkedIn. Bref, ça fait aussi partie de ton réseau. Et donc, il faut que tu varies le degré de familiarité potentiellement dans la requête. Une fois qu'on a les numéros, une fois qu'on a chopé les mails et les numéros de ces contacts, donc disons que c'est un agent immobilier, salut machin, je viens de la part de machin qui m'a donné ton contact. Je lance une nouvelle offre qui s'adresse aux agents immobiliers comme toi et je cherche surtout des feedbacks à ce stade. Est-ce que tu aurais 15-20 minutes à m'accorder pour qu'on en parle de vive voix? Ça peut être ton message, tout simple, ou idéalement, tu t'en sers pour appeler la personne, pour dire salut, désolé de te déranger, je viens de la part de machin. Il verra que du coup, tu viens spécifiquement pour lui et que c'est pas un spam, et donc que ça pourrait être pertinent pour lui. Et donc, voilà, les chances que tu obtiennes un rendez-vous, ça peut être vraiment intéressant. L'objectif, du coup, c'est récupérer des appels de découverte. Une fois qu'on a nos appels de découverte, donc il nous en faut une certaine quantité pour que les feedbacks qu'on va choper soient pertinents. On ne peut pas tout miser sur une personne qui est peut-être un outlier. Il faut qu'on ait à minima 5 et c'est évidemment le grand minima. Ce qu'on veut, on va d'abord définir le cadre. Salut, merci pour ton temps. Comme dit dans mon message, réfléchis à lancer blablabla. Pour l'instant, on ne va pas pitcher, on veut juste tester nos hypothèses, donc on ne veut pas biaiser la personne, donc il faut en dire le moins possible. L'idée aujourd'hui, c'est de comprendre ta réalité, tes priorités et voir si ça fait du sens de creuser ensemble. Est-ce que ça te va? Ok. Donc, là, si on reprend notre framework PPLV, entre le problème numéro 1 et le problème numéro 2, lequel te coûte le plus cher aujourd'hui? Ça, c'est un moyen tout bête de vérifier nos hypothèses. Et ça va être ça tout le long, en fait. Donc, vous avez des exemples concrets qui peuvent être intéressants, et c'est des trucs qui arrivent à tout le monde. Mais ce qui est important de faire, c'est évidemment de s'assurer qu'on valide nos hypothèses critiques. Donc en général, ça va être autour de la cible, potentiellement du pricing. Et ça, pour valider le pricing, on ne va pas leur donner le pricing, mais on va juste essayer de quantifier combien leur coûte le problème, combien de gens ils ont dessus, combien de temps ça leur prend, qu'est-ce que ça leur empêche de faire. Tout ça, ça nous permet de quantifier le problème et donc d'y poser un prix qui est proportionnel et qui est intéressant et qui, du coup, on se rappelle, creuse un énorme écart et profite de l'écart entre la valeur perçue potentielle. Donc si je résous ce problème, ce qui coûte 10 000 euros, je peux facturer 1 000 euros facile. Voilà, donc ça, vous avez encore une fois le script de l'appel de découverte. Et maintenant, la partie critique que la plupart des gens font mal, alors que ça, c'est déjà une super démarche, d'accord? Mais la plupart des gens s'arrêtent ici, alors que c'est le moment parfait pour potentiellement, justement, changer la relation que tu as et plus être dans la partie découverte, mais dans la partie vente, sans que ça soit aussi flag. Et pour ça, on va mettre en place une smooth transition. Smooth operator. Comment on fait? On va communiquer, c'est schématique, mais communiquer une excitation, montrer que tu as compris ses problèmes et proposer une transition smooth vers un appel de vente. Comment on fait ça? On rappelle le problème. Donc, j'ai posé plein de questions. Maintenant, la personne en face doit se sentir comprise, doit sentir que, effectivement, tu l'as cerné et tu as cerné ses problèmes. Aujourd'hui, ton problème principal, c'est ta. Ça te coûte environ ta. Et idéalement, tu voudrais que ça soit réglé le plus vite possible ou nanana. C'est génial entre guillemets, parce que mon idée, c'est justement de ta. Et là, ce ta, c'est une reformulation grossière de ton début d'offre que tu avais avec le framework PPLV, en utilisant les mots qu'a utilisé justement ton intermédiaire pour être sûr qu'ils comprennent ce que tu essaies de formuler.
est-ce qu'une telle offre serait pertinente pour vous? Si non, pourquoi? Si oui, là pour l'instant il n'y a pas d'offre. Donc on pourrait presque mettre proposition de valeur. Est-ce que cette proposition serait pertinente pour vous? Est-ce qu'une une telle solution, plutôt que offre, c'est vrai que là il faudrait que je modifie. Bref, ça sera solution. Sinon, pourquoi? Ça veut dire que tu as mal compris le problème, parce que là, tu n'as même pas énoncé le prix, donc ils n'ont aucune raison de dire non. Donc s'ils te disent non, c'est que soit tu as mal compris le problème, et donc ça va être hyper intéressant, soit ils utilisent déjà quelque chose, ça n'a pas marché, soit ils vont te donner des excuses, mais c'est potentiellement pas un non définitif, c'est juste des excuses. Et si tu arrives avec des preuves tangibles que tu peux répondre, tu peux passer outre le non. Mais je ne vais pas vous apprendre à devenir des machines à closer juste avec une petite vidéo YouTube. Par contre, les chances qu'à ce stade ils disent oui, en sachant que tu utilises juste une solution, il sait que c'est un truc nouveau, donc potentiellement il va s'attendre à un prix pas trop cher. Donc il y a des grandes chances qu'ils te disent oui. Et là, plutôt qu'essayer de lui vendre direct en mode pas préparé, etc., tu fais OK, laisse-moi revenir vers toi, vers une offre concrète et structurée. On prend le temps d'en discuter ensemble. Quand est-ce que tu as des dispos? Et là, énorme erreur aussi que plein de gens font, c'est hyper important de réserver ton appel directement dans ce premier appel. Parce que vous avez tous les deux vos agendas, ça va être facile à synchroniser et vous ne laissez pas partir ce lead dans un no man's land où personne ne pourra le recontacter à jamais. Donc, hyper important, toujours récupérer un deuxième appel pendant l'appel ou un troisième appel pendant le deuxième appel. On ne laisse pas un prospect partir dans le vide, dans la nature. Là, à partir de ce moment-là, le but, ça va être de choper à minima 3 appels de vente. C'est le strict minimum en un mois. Donc, c'est largement faisable sur 5 appels découvertes. Et maintenant qu'on a 5 appels découvertes, on va commencer à mieux structurer notre offre en parallèle. Et pour ça, j'aimerais vous présenter le framework Radar pour recueillir les patterns, ajuster la proposition de valeur, dimensionner correctement, ancrer les garanties, rendre irrésistible. Donc, recueillir les patterns, on a eu 4-5 conversations entre la sémantique, entre les problèmes, entre les profils. Normalement, on devrait commencer à avoir des patterns dominants et ça, il faut qu'on l'intègre du coup dans notre proposition initiale. On va aussi ajuster la proposition de valeur, donc on va réutiliser le vocabulaire qu'on utilise, on va quantifier l'impact avec des métriques et on va adapter des garanties à leur risque exprimé. Après avoir parlé avec 5 cliniques vétérinaires, le problème numéro 1, c'est l'acquisition et la rétention de nouveaux patients. Ou l'acquisition ou la rétention de nouveaux patients. Mon service vous livre 5 à 10 patients canins par mois sous 60 jours. Ça, c'est un exemple qui pourrait être complètement viable. Ensuite, on va bien dimensionner le D de Radar, c'est dimensionner correctement l'offre. Et pour ça, il faut qu'on prenne en compte potentiellement toutes les livrables qu'on va leur fournir, qu'on les considère à travers la valeur qu'ils apportent. Et donc, par exemple, un audit de sécurité, 2 heures de travail pour éviter une faille qui coûterait 50K, et plus de la réputation, potentiellement, ça n'a pas de prix. Si vous cumulez tout ça et que vous avez un truc exorbitant à la fin, et que vous proposez une offre, le but, ça va être d'ancrer quelque part le prix, les attentes de prix qui sont assez hautes, et en fournissant un prix plus bas pour que justement la différence entre valeur perçue et prix réel devienne visible aux yeux de tous et presque évidente. Le but, ça va être de potentiellement réfléchir à des moyens de downgrader si justement les gens sont un peu chiants ou tatillons sur le prix. Et un autre truc intéressant, c'est à terme, justement, une fois que vous l'avez vendu plein de fois, peut-être qu'il y a des tiers, peut-être qu'il y a des patterns que tu vas voir en termes de pricing, où tu vas pouvoir du coup créer des différents tiers pour différents personas, on va dire. Et ça va te permettre de facturer plus ou moins en fonction. Voilà, c'est pas une obligation, mais c'est une feature qui est assez cool dans le service productisé versus du freelancing classique. Ensuite, on veut ancrer les garanties. Pour ça, on veut pas de garantie bullshit. On veut des vraies garanties pour nous comme pour eux. Satisfait ou remboursé, en fait, c'est jamais une mauvaise idée de renverser le risque, surtout à ce stade où on est au tout début de l'aventure, où on n'a pas de preuve sociale et donc il leur faut des garanties fortes. Donc satisfait ou remboursé, garantie de résultat au travail gratuit, garantie de délai ou pénalité. Ça, c'est les 3 qui marchent bien de mon expérience. N'hésitez pas à en tester d'autres. Mais il ne faut pas qu'ils soient bullshit.
Enfin, le R, c'est rendre irrésistible. Comment on va faire pour bonifier notre offre? Et bien ça, les bonus, ça peut être un super levier. Donc, en plus des garanties qui renversent le risque, on a les bonus qui peuvent être un levier de valeur. Typiquement, des templates, des checklists, des formations, un suivi, un accès à une communauté et un réseau, etc. Enfin, le gros hack pour vraiment nous faciliter la vie et réussir à closer ses premiers clients, ça va être de fournir un gros discount sur le prix de vente final. Donc, disons qu'on est capable d'apporter 50 000 euros de valeur à un client, que on facture que 5 000 euros. Du coup, on va dire 10% du prix. Si je comptais facturer que 5 000 euros du prix, là, vu que j'ai pas de preuve sociale, je veux fournir potentiellement 50% de discount à mes 3 premiers clients. Ou tu peux même faire du dégressif, premier client 50%, deuxième 40%, 30%, etc. Donc voilà, j'estime que ce service vaut 5 000 euros parce qu'on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, ce qui est déjà un no-brainer. Je propose un discount de 50% pour les 3 premiers clients. Est-ce que tu veux en faire partie? Bim. Et ça crée un FOMO naturel qui est génial pour t'aider à closer et créer justement de l'urgence. Bref, ici, vous avez un petit template, des trucs à remplir pour créer une offre, on va dire, optimisée. Et le hack, c'est préparer une offre downsell. Donc une offre plus attractive encore. Si jamais vous n'arrivez pas à convaincre avec votre offre à 5 000 euros à 50%, vous pouvez penser à une voie d'exit. L'idée, ça ne va pas être de se brader, ça ne va pas être de dire allez, c'est bon, je vous fais ça encore 50%, parce que c'est pas sur le prix qu'on va renégocier, c'est sur ce qu'il y a en échange. Donc, on va pas faire des concessions déséquilibrées, on va juste trouver des options arrangeantes. Peut-être que ça va être sur les délais de livraison, peut-être que ça va être sur les conditions de paiement. On peut changer par exemple notre modèle de facturation et plutôt qu'avoir un fixe, on peut dire à l'usage, c'est risqué, mais au moins ça nous permet d'avoir nos premiers clients et donc de construire un service qui claque derrière. On peut réduire le scope, on peut étaler le paiement. Bref, il y a plusieurs options. Pensez-y. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vraiment faire en sorte qu'on va réussir à vendre notre offre, même si ce n'est pas l'offre idéale qu'on avait pensée, au moins ça nous permet d'être en mouvement et de commencer à facturer. Petite checklist qui va bien et comme je vous disais, on veut évidemment vendre avant de créer, c'est le vrai cheat code et pour ça, on ne commence pas avec l'offre parfaite en tête où on cherche des clients et on ajuste, on identifie le besoin, on vend la solution et ensuite on crée en livrant. La dernière étape, c'est la partie closing. Je prépare une ressource complète sur le truc qui est pratiquement faite où j'ai pas la prétention d'être le meilleur au closing. Donc vous attendez pas à ce que je sois un pirate si vous prenez un appel avec moi. C'est juste que j'ai fait pas mal d'appels. À force d'en faire et de me prendre des noms, je me suis formé à devenir meilleur, à faire des ads. Tu speedrun en plus ton apprentissage parce que c'est ta thune que tu vois partir chaque jour, donc t'as pas envie de la gaspiller. Et donc voilà, on va dire que j'ai des hauts et des bas. Il y a des périodes où je suis très bon. Et donc pour les périodes où je suis très bas, je prépare ce guide complet pour aussi toutes les personnes qui sont nulles en closing, comme je l'étais avant. Et donc, n'hésitez pas à me la demander. Elle ne sera pas sortie encore à ce moment-là. Je vous ai fait quand même une synthèse des trucs importants à faire. En l'occurrence, ça va être surtout recontextualisé. Donc, est-ce que depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a des trucs qui ont changé au niveau de votre vision, etc. Tu rappelles les enjeux et les problèmes que tu as évoqués la dernière fois et tu peux transiter vers la solution, via un lien logique. Bon, voilà, tu as ce problème. Voilà, moi, ce que je propose concrètement. Tac, 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 tac. Tu présentes ton offre avec ton framework Radar et tu ne parles pas du prix à ce moment-là. Le prospect va te poser plein de questions, etc. S'il est intéressé, il va te demander sur le prix. Il va te dire, et alors ça coûte combien? Et ça, c'est là où tu vas présenter le prix, tu vas pas parler, tu vas attendre qu'il dise oui. Et s'il dit autre chose que oui, il faut que tu arrives à gérer les objections. Ça, il y a des cheat sheets qui seront dans le document, donc n'hésitez pas à me le demander. Et enfin, est-ce que cette offre te semble pertinente? Enfin voilà, il y a plusieurs manières de conclure la vente aussi, ça sera dans le document. Si oui, ok, je vous ai fait une petite to-do. Si objection ou réflexion, on va replanifier un appel, on va récap un écrit de l'échange, on va relancer de manière programmée et on va essayer de
encore améliorer notre offre. L'idée, c'est si objection, réflexion, après offre downsell. Si refus, ben là, demande de feedback constructif, garder contact pour le futur, demander des intros, analyser ce qui peut être amélioré. Les métriques à traquer, ça va être les objections principales, parce qu'une fois que vous en prenez 1, 2, 3, 4, eh bien, c'est bien de préparer une réponse, comme ça, elle ne sera plus jamais un frein à la vente. Les feedbacks reçus, est-ce que tu es complètement à côté de la plaque ou est-ce que c'est encourageant dans le fond? Et taux de signature, c'est cool que tu signes, mais si c'est tous les 15 ou 20 appels de vente, c'est pas ouf. Enfin, une fois qu'on a la vente, maintenant, il faut délivrer. Et pour ça, délivrer, on veut récupérer l'argent qu'on nous a promis, bosser sur l'onboarding et commencer à délivrer. Pour délivrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour moi, ça veut dire délivrer au niveau des opérations et délivrer au niveau de la distribution. Donc, la distribution de notre service productisé à nos nouveaux clients. Et ces deux trucs, en fait, ça bosse ensemble parce que un nous file des cas clients, l'autre nous permet de mieux creuser encore les besoins, etc. Une fois qu'on a ça, on va construire le MVP de son service productisé. Et ça, j'y passe très rapidement parce que du coup, c'est pas le focus de ce lead magnet. Mais en gros, c'est on fait un MVP vite fait de delivery, on fait le reste à la mano, on documente tout, on identifie ce qui est productisable, on construit une roadmap en fonction de 1, si on a besoin de plus de visibilité, ou 2, de plus de valeur perçue ou de briques opérationnelles. Voilà, j'ai un peu speedrun le truc parce que le focus, c'est on veut notre plan opérationnel sur 30 jours pour trouver nos premiers clients et je vous l'ai donné entièrement. J'espère que vous avez kiffé. Comme je vous le disais en intro, j'ai une offre où je vous garantis un client en 30 jours parce que je vais relire les messages, l'offre, la niche, les scripts d'appel. On va tout revoir ensemble et donc j'ai la certitude que je peux vous aider à trouver un client en 30 jours. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi en sachant que les places sont limitées parce que je veux m'assurer d'être à 100% pour mes clients. Donc n'hésite pas à réserver ton appel en sachant que si on ne trouve pas de client et que tu fais tout ce que je t'ai dit de faire, tu seras 100% remboursé. Et pour le coup, je ne demande pas des trucs comme tous les autres zozos en mode envoie 1000 messages par jour, sinon je ne te rembourse pas. Moi, ce sera beaucoup plus simple. Pour le coup, vous avez tout le playbook, donc vous savez à quoi vous attendre. Je vous souhaite une bonne journée, réservez cet appel et j'espère que vous avez kiffé. À très vite. Salut, ciao, ciao.